En novembre 2025, l'armée américaine annonce la plus grande réforme de son entraînement depuis la Seconde Guerre mondiale, un programme d'intégration de la formation destiné à révolutionner toute la structure de l'enseignement militaire. Mais pourquoi maintenant, précisément? La réponse se trouve dans un document, resté caché pendant 80 ans, dans les archives nationales. Un document qui jette une ombre profonde sur la plus grande superpuissance militaire du monde. Le général Omar Bradley, commandant 1,3 million de soldats américains, a écrit ces mots dans ses rapports secrets au Pentagone. L'infanterie allemande était supérieure à la nôtre dans un rapport de 3 contre 1. Pas 2 contre 1, pas 1,5 contre 1. 3 contre 1. L'homme qui commandait la plus grande force terrestre américaine de l'histoire, a admis que ses soldats n'avaient aucune chance contre la Wehrmacht. Et voici ce qui est terrifiant. L'historien militaire Trevor Dupuis, après la guerre, a analysé des milliers d'engagements. Sa conclusion a ébranlé le Pentagone. Les soldats allemands au sol infligeaient constamment des pertes à l'ennemi, avec un taux d'environ 50% supérieur à celui de leurs adversaires américains et britanniques. Qu'ils attaquent ou qu'ils défendent, qu'ils soient en supériorité ou en infériorité numérique, qu'ils aient un soutien aérien ou non. La Wehrmacht était plus efficace. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que ce que le général Bradley a omis de mentionner dans ses rapports secrets est encore plus choquant. 50 000 soldats américains ont déserté sur le théâtre européen. Un bataillon entier a disparu dans les rues de Paris. L'armée américaine n'avait pas seulement un problème d'efficacité, elle avait un problème de discipline, et elle l'a caché pendant 80 ans. Bienvenue dans une vidéo que vous ne trouverez dans aucun manuel d'histoire américain. Je vais vous montrer la vérité qui dérange. Pourquoi l'infanterie allemande était réellement 3 fois meilleure? Pourquoi l'armée américaine luttait contre des problèmes de discipline massifs? Et pourquoi l'armée américaine, en 2025, admet enfin qu'elle doit changer toute sa formation? Restez à l'écoute, parce que ce qui va suivre changera à jamais votre image de la Seconde Guerre mondiale. Commençons par le général Bradley, Omar Nelson. Bradley n'était pas n'importe quel général, il était le commandant du 12e groupe d'armée, la plus grande force terrestre américaine, jamais placée sous un seul commandant. 1,3 million de soldats, 43 divisions, de la Normandie à l'Allemagne. Les médias l'appelaient le général du soldat, parce qu'il se souciait soi-disant du bien-être de ses troupes. Mais dans ses notes privées, Bradley a écrit quelque chose de complètement différent, quelque chose que le public américain ne devrait jamais savoir. Dans un rapport au général Marshall, à l'automne 1944, Bradley a analysé la performance de ses troupes en Normandie. Ces mots: « Dans les combats en terrain découvert, l'infanterie allemande était supérieure à notre propre infanterie dans un rapport de 3 contre 1. Relisez ça, 3 contre 1. Cela signifie qu'un fantassin allemand, en moyenne, combattait avec autant d'efficacité que 3 soldats américains. Mais Bradley est allé encore plus loin. Il a écrit « La tactique supérieure des petites unités allemandes, combinée à leur meilleure utilisation du terrain, leur a donné un avantage décisif que nous n'avons pas pu compenser, malgré notre supériorité matérielle. » Ce n'était pas un propagandiste de la Wehrmacht qui a écrit ces mots. C'était le plus haut commandant américain sur le terrain en Europe. Et il a admis que tous les chars, tous les avions, toutes les munitions ne pouvaient combler le fossé de la qualité. Pourquoi était-ce ainsi? La réponse se trouve dans le travail de Trevor Dupuis. Le colonel Trevor Nevitt Dupuis était un historien militaire et un analyste de système. Il a développé le Quantified Judgment Model, une méthode pour mesurer mathématiquement l'efficacité au combat des armées. Ces recherches ont porté sur plus de 6000 engagements de la Seconde Guerre mondiale,
et ses résultats étaient sans équivoque. L'armée allemande était la machine de combat la plus efficace du XXe siècle. Dans son livre « Nombre, prédictions et guerres », Dupuy a écrit « Les soldats allemands au sol infligeaient constamment des pertes à l'ennemi, avec un taux d'environ 50% supérieur à celui de leurs adversaires américains et britanniques. 50% plus efficace. » Mais voici ce qui est crucial. Cet avantage en termes d'efficacité est resté constant, que les Allemands attaquent, ou qu'ils défendent, qu'ils soient en supériorité numérique, ou non, qu'ils aient un soutien aérien, ou qu'ils combattent sous la domination aérienne ennemie. La différence ne résidait pas dans l'équipement, elle résidait dans la formation, la tactique et la philosophie de commandement. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. La bataille de la forêt de Hürtgen, septembre 1944 à février 1945. L'armée américaine a tenté de s'emparer d'une petite section de forêt à la frontière germano-belge. Le résultat, 33 000 pertes américaines au combat, 9 000 pertes supplémentaires dues à la maladie, aux gelures et à l'épuisement au combat. Les Allemands ont perdu environ 28 000 hommes. Malgré la domination aérienne et matérielle américaine absolue, malgré la supériorité numérique, les Américains ont mis 5 mois pour conquérir une zone de moins de 150 km², une avancée de moins d'1 km par jour en moyenne. Le général James Gavin, commandant la 82e division aéroportée, a écrit plus tard « La forêt de Hürtgen était un hachoir à viande, nos divisions y entraient et en ressortaient comme des ombres. Mais pourquoi ? La réponse réside dans la tactique de l'infanterie allemande. La Wehrmacht avait perfectionné le concept de tactique de la mission. Chaque sous-officier allemand était formé pour agir de manière indépendante. Il recevait un objectif, mais la méthode lui était laissée. Si le plan ne fonctionnait pas, il improvisait. Si l'ennemi réagissait de manière inattendue, il s'adaptait. Si les communications étaient coupées, il agissait à sa discrétion. L'armée américaine fonctionnait de manière complètement différente. L'armée américaine était basée sur le principe du contrôle central. Les officiers donnaient des ordres détaillés, les sous-officiers et les hommes les exécutaient. L'improvisation n'était pas prévue, l'initiative personnelle n'était pas récompensée. Si le plan échouait, les soldats attendaient de nouveaux ordres. Le résultat, dans des situations de combat dynamiques, les Allemands étaient toujours plus rapides. Ils réagissaient, avant même que les Américains ne comprennent ce qui se passait. Et voici le problème que Bradley a dissimulé. L'armée américaine n'avait pas seulement un problème de tactique, elle avait un problème de discipline. Laissez-moi vous donner les chiffres. Sur le théâtre européen, environ 50 000 soldats américains ont déserté. Ce ne sont pas mes chiffres. Ce sont les chiffres officiels de l'armée américaine, qui n'ont été rendus publics que des décennies plus tard. 50 000 déserteurs, cela équivaut à environ 3 divisions d'infanterie complètes. Mais voici le plus choquant. La plupart des désertions n'ont pas eu lieu pendant les combats les plus intenses. Elles ont eu lieu pendant les périodes de repos, quand les soldats avaient le temps de réfléchir, quand ils réalisaient ce qui les attendait. Paris est devenu le centre du problème de la désertion. Après la libération de la ville en août 1944, des unités entières ont disparu dans les rues. Le marché noir prospérait. Des soldats américains vendaient de l'équipement de l'armée, de l'essence, même des armes. Tout un réseau de déserteurs contrôlait des portions du marché noir. La police militaire était débordée. Dans un rapport secret, le prévôt Marshall écrivait « La situation à Paris est hors de contrôle. Nous estimons que plusieurs milliers de déserteurs se cachent dans la ville. Plusieurs milliers. » Dans une seule ville, et l'armée américaine a gardé le silence. Les médias parlaient de génie héroïque libérant l'Europe. La réalité était plus complexe. Permettez-moi de vous raconter un cas concret.
Le soldat Eddie Slovic, le 31 janvier 1945. Eddie Slovic a été fusillé. Il était le seul soldat américain depuis la guerre de sécession à avoir été exécuté pour désertion. Mais voici l'ironie. Slovic était l'un des 50 000. Pourquoi a-t-il été fusillé? Lui. Et précisément, parce que l'armée voulait faire un exempel, parce que le taux de désertion était tellement élevé que le haut commandement était pris de panique, le général Eisenhower, en personne, a confirmé la sentence de mort. Dans ses notes privées, il écrivait « Si nous ne sévissons pas ici, nous perdrons le contrôle de l'armée. » Perdre le contrôle de l'armée. Ce sont les propres mots d'Eisenhower. Le commandant suprême des forces alliées en Europe craignait que sa propre armée ne se délite. Mais pourquoi en était-il ainsi? Pourquoi les Américains avaient-ils de tels problèmes, alors que la Wehrmacht combattait jusqu'à la fin? La réponse se trouve dans la formation. Regardons comment un fantassin allemand était formé. La Wehrmacht avait un système de formation qui privilégiait la qualité à la quantité. Une recrue allemande suivait une formation de base d'au moins 16 semaines, mais ce n'était que le début. Ensuite, venait la formation spécialisée au sein de son unité. Des semaines ou des mois de formation supplémentaires, des exercices avec des munitions réelles, un entraînement au combat avec des conditions réalistes, combats de nuit, combats urbains, combats en forêt. Chaque fantassin allemand était formé pour utiliser toutes les armes de son groupe. Si le mitrailleur tombait, le suivant prenait la relève. Si le chef de groupe tombait, tout le monde savait quoi faire. Et voici la différence décisive. La formation allemande mettait l'accent sur l'initiative personnelle. Le soldat ne devait pas seulement suivre les ordres, il devait comprendre pourquoi il faisait quelque chose. Il devait être capable d'agir de manière autonome si la situation l'exigeait. La formation américaine était fondamentalement différente. Une recrue américaine suivait une formation de base de 13 semaines. Puis, elle était envoyée dans une unité, souvent sans autre formation spécialisée, souvent sans connaître ses camarades, souvent sans savoir ce qui l'attendait. L'historien Stephen Ambrose l'a décrit ainsi. L'armée américaine traitait ces fantassins comme des pièces interchangeables. Ils étaient envoyés comme remplaçants dans des unités où ils ne connaissaient personne et où personne ne les connaissait. Imaginez ça, vous avez 19 ans, vous venez de Bretagne ou de Provence ou de la région parisienne, vous avez suivi 13 semaines d'entraînement et puis vous êtes placé dans un camion. Vous allez au front. Vous êtes affecté à une unité qui vient de perdre 30% de ses hommes. Personne ne se présente. Personne ne vous explique la situation. Personne ne vous dit où le danger se cache. Vous êtes une pièce de rechange, rien de plus. Le replacement système était une erreur fondamentale. Quand une unité subissait des pertes, des remplaçants individuels étaient envoyés. Des soldats isolés, qui étaient jetés dans une unité existante. Ils ne connaissaient personne. Personne ne les connaissait. La cohésion, qui maintient une unité soudée, n'existait pas. La Wehrmacht faisait différemment. Les unités allemandes étaient formées dans leur ensemble. Quand elles subissaient des pertes, elles étaient retirées de la ligne. Elles étaient complétées et continuaient à s'entraîner ensemble. Puis, elles revenaient en tant qu'unité. La différence était dramatique. Un soldat de remplacement américain, arrivant dans une unité étrangère, avait une espérance de vie de quelques semaines. Un soldat allemand, combattant avec son unité, survivait en moyenne beaucoup, plus longtemps. Pas parce qu'il avait un meilleur équipement, mais parce qu'il faisait partie d'une équipe, parce que ses camarades veillaient sur lui, parce qu'il savait ce qu'on attendait de lui. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un soldat de remplacement concret. Le soldat de première classe Charles Anderson est arrivé le 15 novembre 1944 à la 28e division d'infanterie. Il ne connaissait personne, personne ne s'est présenté. Son sergent a simplement dit
Tu prends la position de Miller. Miller est tombé hier. Henderson ne savait pas qui était Miller. Il ne savait pas comment l'unité se battait. Il ne savait pas à qui il pouvait faire confiance. 3 jours plus tard, Henderson était morte, touchée par un mitrailleur allemand qu'il n'avait pas vu, parce que personne ne lui avait dit que les Allemands avaient une position sur cette colline, parce que personne ne l'avait briefé, parce qu'il était juste un étranger pour ses camarades. Ce n'était pas un cas isolé. C'était le système. Des dizaines de milliers de Henderson sont morts ainsi, pas parce qu'ils étaient de mauvais soldats, mais parce que le système les a abandonnés. La Wehrmacht n'aurait jamais envoyé un soldat au combat de cette manière. Chaque nouvel homme était briefé par des camarades expérimentés. Il apprenait à connaître le terrain. Il apprenait à connaître les tactiques. Il devenait membre de l'équipe avant d'aller au combat. Cela prenait du temps. Mais cela sauvait des vies. Laissez-moi vous donner un autre exemple. L'offensive des Ardennes, décembre 1944, la dernière grande offensive allemande à l'ouest. Les Américains ont été complètement pris par surprise. Dans les premiers jours, des pointes de blindés allemands ont percé les lignes américaines. Des unités américaines entières ont fui dans la panique. La 106e division d'infanterie a capitulé avec plus de 7000 hommes. Ce fut la plus grande capitulation massive de troupes américaines depuis la guerre de sécession. Mais voici ce qui est remarquable. Certaines unités américaines ont tenu bon. La 100e division aéroportée à Bastogne, la 2e division d'infanterie sur la crête d'Elsenborn. Quelle était la différence? Ces unités avaient de la cohésion. Elles s'étaient entraînées ensemble, elles se connaissaient, elles se faisaient confiance. La 106e division, en revanche, était fraîchement engagée. Beaucoup de ces soldats étaient des remplaçants. Ils ne connaissaient pas leurs camarades. Ils ne faisaient pas confiance à leur chef. Quand la panique a éclaté, chacun a couru pour sa vie. Le général Omar Bradley écrira plus tard: « Les Ardennes nous ont montré les faiblesses de notre système de remplacement. Les unités sans cohésion se sont effondrées, tandis que les unités rodées ont pu tenir bon. » Mais Bradley n'a pas changé le système. L'armée américaine ne l'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, en novembre 2025, l'armée américaine annonce l'Army Training Integration Programme. Après 80 ans, le général James Rainey, commandant de l'Army Futures Command, a déclaré « Nous devons repenser toute notre philosophie d'entraînement. Les menaces ont changé, mais nos méthodes fondamentales, non. Les menaces ont changé, mais les problèmes fondamentaux sont les mêmes. » L'armée américaine reconnaît enfin que les compétences individuelles ne suffisent pas, que la cohésion et l'initiative personnelle sont décisives, que les leçons de la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais vraiment été apprises. Voici ce que Trevor Dupuis a découvert dans son analyse. Le soldat allemand n'était pas plus courageux que l'Américain. Il n'était pas plus motivé. Il ne croyait pas plus à sa cause. Il était simplement mieux formé. Il faisait partie d'un système qui fonctionnait, un système qui encourageait l'initiative personnelle, un système qui priorisait la cohésion, un système qui traitait chaque soldat comme un être pensant, pas comme une pièce remplaçable. Dupuis a écrit « Les Allemands avaient perfectionné une tradition militaire séculaire. Les Américains essayaient de créer une armée de masse à partir de rien. La différence était inévitable. Mais voici la vérité inconfortable. La différence n'était pas inévitable. Elle était la conséquence de décisions. L'armée américaine a opté pour la quantité plutôt que la qualité. Elle a opté pour le contrôle centralisé plutôt que la tactique de la mission. Elle a opté pour le système de remplacement plutôt que pour la cohésion des unités. Et elle en a payé le prix en sang. Mais voici quelque chose que les historiens ont longtemps ignoré. Les pertes psychologiques. L'armée américaine a mené une étude après la guerre. SLA Marshall a interrogé des milliers de vétérans. Sa découverte a choqué l'armée. Dans un combat typique, seulement environ 15 à 25% des soldats américains tiraillaient
Relisez ça encore une fois. 75 à 85% des fantassins américains ne tiraillaient pas au combat. Ils se mettaient à couvert, ils se déplaçaient, ils faisaient tout sauf se battre. Marshall a appelé ça le problème de la puissance de feu. Les Allemands n'avaient pas ce problème. Dans la Wehrmacht, presque tous les soldats tiraillaient, pas parce qu'ils étaient plus courageux, mais parce qu'ils étaient formés différemment. La formation allemande conditionnait le soldat à agir. La formation américaine conditionnait le soldat à obéir aux ordres. Et quand aucun ordre n'arrivait, rien ne se passait. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi les Américains, malgré leur supériorité numérique, perdaient souvent. Ça explique pourquoi les unités allemandes, avec moins de soldats, produisaient plus de puissance de feu. Ça explique pourquoi Bradley parlait de 3 contre 1. Si 75% de vos soldats ne tiraillent pas, vous n'avez effectivement qu'un quart de vos forces. Les Allemands utilisaient toutes leurs forces. Les Américains, non. Et personne n'en parlait. Jusqu'à ce que Marshall publie son étude. Mais même alors, peu de choses ont changé. L'armée américaine a ignoré les résultats pendant des décennies. Elle ne voulait pas accepter la vérité inconfortable. Laissez-moi vous donner des chiffres concrets. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont perdu 407 316 soldats. La Wehrmacht a perdu environ 5,3 millions. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. La Wehrmacht se battait sur 2 fronts. À l'est contre l'Union soviétique, à l'ouest contre les alliés occidentaux. Sur le front de l'Est, le ratio de pertes était d'environ 1,3 contre 1 en faveur des Allemands. Jusqu'en 1944, lorsque la supériorité soviétique est devenue écrasante. Sur le front de l'Ouest, le ratio de pertes était encore plus éloquent. Dans la plupart des combats, les Américains perdaient plus de soldats que les Allemands. Malgré la supériorité aérienne, malgré la supériorité matérielle, malgré la supériorité numérique. Voici un exemple concret. La bataille d'Aix-la-Chapelle, octobre 1944. La première ville allemande à être conquise par les Alliés. Les Américains ont engagé 2 divisions, environ 30 000 soldats. Les Allemands se défendaient avec environ 13 000 hommes. Le résultat, les Américains ont perdu environ 5 000 hommes. Les Allemands environ 5 000, avec un ratio de plus de 2 contre 1 en faveur des attaquants. Dans la théorie militaire classique, les attaquants devraient être supérieurs d'au moins 3 contre 1. Et même alors, ils s'attendent à des pertes plus élevées que le défenseur. À Aix-la-Chapelle, les pertes étaient égales. Malgré la supériorité américaine, c'est ce que Bradley voulait dire quand il parlait de 3 contre 1. Non pas que 3 Américains pouvaient tuer un Allemand, mais que les Allemands, avec un tiers des forces, obtenaient le même effet. Laissez-moi vous donner un autre exemple. La bataille de Metz, septembre à décembre 1944. Le général Patton, le commandant américain le plus agressif, a essayé de prendre la ville fortifiée. Les Allemands se défendaient avec environ 30 000 hommes. Patton a engagé plusieurs divisions. Le résultat, 3 mois de combat, 47 000 pertes américaines. Les Allemands ont perdu environ 38 000. Patton, l'homme qui prétendait traverser l'Allemagne comme de la merde dans une oie, a mis 3 mois pour une seule ville. Et ce n'était pas un cas isolé. C'était le modèle. Encore et encore, les Américains perdaient plus qu'ils ne le devraient. Encore et encore, ils mettaient plus de temps que prévu. Encore et encore, ils sous-estimaient la qualité de la défense allemande. Et voici ce qui est tragique. Ils le savaient. Bradley le savait. Patton le savait. Eisenhower le savait. Mais ils n'ont rien changé, parce qu'ils ne le pouvaient pas, parce que le système n'était pas assez flexible, parce qu'il était plus simple d'envoyer plus de soldats et plus de matériel que de résoudre les problèmes fondamentaux. Et ainsi, des soldats américains sont morts, des dizaines de milliers d'entre eux, parce que leur commandement ne voulait pas accepter la vérité. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi la Wehrmacht était si efficace.
Cela n'a pas commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a commencé au XIXe siècle. L'armée prussienne a développé le concept de tactique de la mission, Auftragstaktik. L'idée était révolutionnaire. Au lieu de donner des ordres détaillés, le supérieur fixait un objectif. La méthode pour atteindre cet objectif était laissée à la discrétion du subordonné. Cela exigeait quelque chose d'inhabituel, la confiance dans les compétences des subordonnés, la confiance dans leur jugement, la confiance qu'ils prendraient les bonnes décisions. L'armée prussienne a investi massivement dans la formation de ses officiers et sous-officiers. Chacun devait être capable d'assumer la tâche du grade supérieur. Chacun devait comprendre, pas seulement obéir. Ce système a été perfectionné au fil des générations. Des guerres napoléoniennes à la Première Guerre mondiale, de la République de Weimar au Troisième Reich, la Wehrmacht a hérité de ce système et elle l'a encore perfectionné. Contrairement à cela, l'armée américaine n'avait pas de tradition comparable. La culture militaire américaine était basée sur l'idée du citoyen soldat, l'homme ordinaire, qui prenait les armes en temps de crise. Cela a fonctionné pendant la guerre d'indépendance. Cela a fonctionné pendant la guerre de sécession, mais au XXe siècle, cela ne suffisait plus. L'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale a été créée presque à partir de rien. En 1939, l'armée américaine comptait environ 190 000 soldats. En 1945, elle en comptait plus de 8 millions. Cette expansion massive a eu des conséquences. Il n'y avait pas assez d'officiers expérimentés. Il n'y avait pas assez de sous-officiers expérimentés. Il n'y avait pas assez de temps pour former correctement chaque soldat. Alors, on a pris des raccourcis, on a réduit la durée de la formation, on a simplifié les tactiques, on a misé sur le matériel plutôt que sur les compétences, et on en a payé le prix. Voici un exemple concret. Le tireur américain était formé pour tirer sur ordre. Le tireur allemand était formé pour identifier et combattre des cibles de manière autonome. Le chef de groupe américain était formé pour suivre les ordres. Le chef de groupe allemand était formé pour diriger de manière autonome. Le chef de section américain attendait les ordres d'en haut. Le chef de section allemand agissait à sa discrétion. Si la situation l'exigeait, la différence était subtile, mais décisive. Dans un engagement, les choses se passent vite. Les plans ne fonctionnent pas. La communication est coupée. Le chaos règne. Dans ce chaos, le soldat allemand était formé pour agir. Le soldat américain était formé pour attendre. Et celui qui attend meurt. Laissez-moi vous donner un dernier exemple. L'opération Market Garden, septembre 1944, la plus grande attaque aéroportée de l'histoire. Le plan de Montgomery pour pénétrer en Allemagne dans une percée audacieuse. Le résultat, un échec catastrophique. La première division aéroportée britannique a été presque anéantie à Arnhem. Les Américains ont perdu des milliers d'hommes. Pourquoi ? Parce que les défenseurs allemands ont improvisé. Parce qu'ils ont réagi plus vite que les Alliés ne l'avaient prévu. Parce que chaque commandant allemand, du général au sous-officier, a agi de manière autonome. Le SS général Wilhelm Dietrich a organisé la défense sans ordre direct d'en haut. Il a vu la menace et il a agi. Ses subordonnés ont fait de même. En quelques heures, une défense était organisée. Alors qu'elle aurait dû prendre des jours, les Alliés s'attendaient au chaos. Au lieu de cela, ils ont trouvé une défense organisée. C'était ça, la différence. Pas de meilleures armes, pas plus de soldats, mais un meilleur commandement à tous les niveaux. Et maintenant, 80 ans plus tard, l'armée américaine reconnaît enfin qu'elle a un problème. Les nouvelles réformes de 2025 mettent l'accent précisément sur les éléments qui ont rendu la Wehrmacht si forte. L'initiative personnelle à tous les niveaux, la cohésion des unités, une formation réaliste. L'armée américaine appelle ça « Mission Command ».
C'est la version américaine de la tactique de la mission, Off-Track Tactique. 80 ans trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Voici ma conclusion. Le général Omar Bradley avait raison. L'infanterie allemande était meilleure. Pas parce que les Allemands étaient de meilleures personnes, pas parce qu'ils étaient plus courageux, pas parce qu'ils croyaient davantage, mais parce qu'ils avaient un système qui fonctionnait. Un système qui a été perfectionné au fil des générations, un système qui traitait chaque soldat comme un être pensant. L'armée américaine n'avait pas un tel système. Elle avait du matériel, elle avait des chiffres, mais elle n'avait pas de qualité. Et elle avait des problèmes de discipline massifs qu'elle a cachés pendant 80 ans. 50 000 déserteurs. Pensez-y, c'est plus que toute la Wehrmacht n'en a perdu à Stalingrad. Mais personne n'en parle, parce que ça ne correspond pas au récit, parce que ça perturbe l'histoire de héros, parce que c'est inconfortable. Mais la vérité est inconfortable, et la vérité est importante, car ce n'est que si nous comprenons la vérité que nous pouvons apprendre. Ce n'est que si nous acceptons nos erreurs que nous pouvons les corriger. L'armée américaine a mis 80 ans à le comprendre. 80 ans et des centaines de milliers de morts. Maintenant, en 2025, elle commence enfin à mettre en œuvre les leçons. L'avenir dira si elle réussit, mais une chose est heureux. L'infanterie allemande de la Seconde Guerre mondiale a établi une norme à laquelle les armées se mesurent encore aujourd'hui. Une norme que l'armée américaine n'a pas pu atteindre pendant 80 ans, et une norme qu'elle commence enfin à viser. Mais laissez-moi vous raconter encore quelque chose qui montre les implications modernes. En 2025, l'Allemagne a augmenté la taille de son armée à 260 000 soldats. La Bundeswehr se reforme. Et vous savez ce qui est intéressant? Les partenaires de l'OTAN viennent en Allemagne pour apprendre. L'armée américaine envoie des officiers dans des centres de formation allemands. Ils étudient les tactiques allemandes. Ils analysent la philosophie de commandement allemande. 80 ans après la guerre, les Américains apprennent des Allemands. Pas parce que les Allemands ont de meilleures armes, mais parce qu'ils ont de meilleures méthodes. Le système qui a rendu la Wehrmacht si efficace existe encore. Il a été adapté. Il a été modernisé. Mais les principes de base sont les mêmes. Tactique de la mission, Off-Track Tactique, Asian Initiative, l'initiative personnelle, Zusammenhalt, la cohésion, et enfin, l'armée américaine reconnaît, enfin, qu'elle doit adopter ces principes, pas comme une simple copie, mais comme une adaptation profonde. Les nouvelles Mobile Brigade Combat Teams, les équipes de combat de brigades mobiles, qui seront introduites en 2025, sont basées sur des concepts allemands. Les nouvelles réformes de formation mettent l'accent, précisément, sur ce qui a fait la force de la Wehrmacht. Les nouvelles directives de leadership exigent exactement l'initiative personnelle que le général Omar Bradley observait chez ses adversaires. 80 ans. Il aura fallu 80 ans. 80 ans et des centaines de milliers de morts en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Toujours, encore, les mêmes problèmes. Toujours, invariablement, les mêmes erreurs. Jusqu'à présent, le général James Rainey déclarait en novembre 2025 « Nous avons compris que nous devons changer toute notre façon de penser. Il ne suffit pas d'avoir une meilleure technologie. Nous avons besoin de meilleurs soldats, et de meilleurs soldats sont le fruit d'une meilleure formation et d'un meilleur leadership. » C'est exactement ce que Trevor Dupuis écrivait il y a 40 ans. C'est exactement ce que le général Omar Bradley savait il y a 80 ans, mais n'a pas dit. C'est exactement ce que la Wehrmacht a prouvé. La leçon a toujours été là. Il a juste fallu 80 ans pour l'accepter. Voilà, la vérité inconfortable que le général Omar Bradley a gardée secrète. Voilà que la leçon
que 50 000 déserteurs auraient dû nous apprendre. Voilà l'héritage de l'infanterie allemande. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, abonnez-vous à cette chaîne, car je continuerai à raconter les vérités que d'autres préfèrent taire. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment la Wehrmacht a développé le concept des Stoßtruppen, des troupes de choc, comment de petites unités, de 10 à 15 hommes, ont vaincu des bataillons entiers, comment ces tactiques ont jeté les bases des unités spéciales modernes, des Sturmtruppen, de la Première Guerre mondiale au Navy SEAL. D'aujourd'hui, une ligne directe, une histoire que personne ne raconte jusqu'à maintenant. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Écrivez dans les commentaires, saviez-vous que le général Omar Bradley considérait l'infanterie allemande comme 3 fois meilleure? Connaissiez-vous l'existence de ces 50 000 déserteurs américains? Je lis chaque commentaire et je réponds à chacun, car ces histoires méritent d'être entendues, les faits inconfortables, les leçons oubliées, les vérités qui ne figurent dans aucun manuel d'histoire. À la prochaine vidéo.